Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 226e numéro du podcast Hors-Jeu Capital. La Ligue 1 qui reprend ses droits après ce mois de Coupe du Monde et donc le Paris Saint-Germain pour nos podcasts qui a repris hier la Ligue 1, les affaires quotidiennes avec cette 16e journée de Ligue 1 et une victoire à l'arraché dans les dernières secondes, 2-1 face à Strasbourg avec ce penalty de Kylian Mbappé. Évidemment, beaucoup de choses à dire une nouvelle fois sur ce match. On va revenir sur le carton rouge de Neymar, le buteur Mbappé, encore une fois décisif pour son retour avec le Paris Saint-Germain après avoir repris l'entraînement 2 jours après sa finale de Coupe du Monde, la prolongation de Marco Verratti. Voilà, tous les éléments hier du match, on va en revenir dessus avec celui qui m'accompagne aujourd'hui. Pour l'instant, nous sommes 2, nous allons être bientôt 3. On attend que Nico ouvre la boutique de son magasin. Il nous rejoindra pour débriefer ce match PSG Strasbourg, mais Yacine Amnet va m'accompagner pour ce 226e numéro. Comment ça va, Yass? Salut à tous. Bah écoute, ça va. On a retrouvé le Parc des Princes, on a retrouvé le PSG. Bon, on a retrouvé les matchs un peu mous, mais bon, on m'attendait pas à autre chose. Ça change de l'intensité des matchs de Coupe du Monde, c'est ça que tu veux me dire? Ouais, bah après la Coupe du Monde, moi je trouve qu'il y a eu plus de suspense que d'intensité, mais oui, il y avait quand même moins d'intensité que dans certains matchs de Coupe du Monde, c'est clair. Et puis bon après, je m'attendais pas à autre chose pour une reprise un 28 décembre, etc. Bref, on va en reparler, mais. Bon, déjà, dis-nous en premier lieu, quand même, tu étais au parc hier, évidemment, comme d'habitude, pour Paris United, pour couvrir ce match. Comment était le match? Comment était l'ambiance? C'est vrai qu'on a beaucoup entendu, et Mbappé, on reviendra dessus, l'a dit en fin de match, il a beaucoup entendu le parc les soutenir en fin de match quand il y avait besoin de pousser. Et ils ont été très actifs, les Ultras, hier. Ouais, alors il y avait une bonne ambiance. Déjà, le parc était plein. Il y avait une bonne ambiance. Bon, comme d'habitude, bien poussé par le cube. Mais voilà, il y a eu une ambiance et puis surtout, on a senti que ouais, il y a eu un moment de creux un peu et puis il y a eu dans les 10 dernières minutes, ça a vraiment poussé et tu sentais que tout le monde voulait pas faire une contre-performance pour le retour après la Coupe du Monde. Et puis voilà, au niveau du match globalement, c'était bon, c'était pas terrible, mais bon, on va revenir dans le détail. Je pense que les encouragements du parc et l'ambiance suit la physionomie du match, c'est-à-dire une première période avec l'ouverture du score de Marquinhos où ça chante beaucoup. Ensuite, reprise de deuxième période où tu as l'égalisation assez rapide avec ce but de Thomasson, enfin, en tout cas le contré par Marquinhos. Le rouge de Neymar où là, le parc sent que voilà, ça commence à se compliquer. Et puis, quand tu sens que dans les dernières minutes, Paris se procure quand même des situations et Mbappé a quelques situations à jouer. Et puis, il y a ce penalty qui est peut-être voilà, l'apothéose de l'ambiance hier au parc qui reprend et qui voilà. C'est ce que disait Galtier en conférence de presse. Il a dit, est-ce que c'est le parc qui a poussé les joueurs ou est-ce que c'est les joueurs qui ont entraîné le parc à les pousser? Il a dit sûrement un peu des deux et je pense qu'il n'a pas forcément tort là-dessus. Effectivement, il a raison, Christophe Galtier. Donc, je vous le disais pour le scénario du match, donc le PSG. On rappelle vite fait qu'on n'est pas en live aujourd'hui exceptionnellement. Effectivement. Parce que l'horaire est un peu matinal. Alors oui, c'est dû à cause de moi parce que j'ai un train à reprendre tout à l'heure pour revenir sur Paris. Là, vous voyez, c'est le décor dans la chambre de chez mes parents en Lorraine. Donc voilà, j'ai un train à prendre. On a une On heure. reviendra en live. Dans les prochaines émissions, oui, bien sûr. On reviendra en live. Voilà. Bien sûr. Vous avez vu maintenant, vous vous habituez au live, à ce que vous interveniez avec nous, vous nous laissiez vos réactions en direct. Évidemment, on reprendra ça la prochaine fois. Mais Mousse non plus ne pouvait pas être là. On n'est plus que 2. Nico nous rejoint après. On a commencé le podcast à 9h45. Donc voilà, on s'est dit, celui-là, on va l'enregistrer. Vous aurez quand même, voilà, pour ceux qui nous écoutent ou ceux pour qui nous lisent sur YouTube ou qui nous écoutent en podcast. Voilà, vous ne manquerez pas le podcast. Mais aujourd'hui, pas de live sur Twitch. Donc, pour cette 16e journée de Ligue 1, le Boxing Day à la française, hein, Yacine, c'est nouveau quand même. C'est match fin décembre pour nos pensionnaires de Ligue 1. Donc le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-1 avec l'ouverture du score de Marquinhos sur coup franc, sur un coup franc de Neymar de la tête à la 14e minute. Égalisation, je vous le disais, strasbourgeoise sur un centre de Thomasson contré par Marquinhos. Et puis Neymar, donc, il prend ce rouge à la 62e minute. Le PSG se retrouve à 10. Et puis dans les dernières secondes, c'est le parc qui s'est embrasé avec Mbappé qui a donné la victoire sur penalty, bien tiré face à Matsels. Et donc, victoire du Paris Saint-Germain qui reste leader au classement avec 44 points.
Lens est deuxième avec 36 points. Lens qui jouera aujourd'hui à 21h face à Nice. Et je vous dis ça aussi parce que le prochain match, ça sera Lens-PSG, gros derby, pardon. Gros affrontement entre le premier et le deuxième. Je vais retirer derby. Gros choc, pardon. Voilà ce que je voulais dire. Gros choc entre Lens et le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain qui sera privé donc de Messi qui est toujours en Argentine et de Neymar du coup qui est expulsé. Et donc voilà, ça sera une autre affaire de manche pour la composition aussi, pour les choix de Christophe Galtier. Et Rennes qui est troisième, toujours avec 31 points, qui joue aujourd'hui Rennes pour sa reprise à 19h face à Reims. Et à noter aussi hier les victoires dans les matchs de Monaco face à Auxerre et de Lyon face à Brest. On peut commencer, Yacine, avec la composition quand même du Paris Saint-Germain parce qu'elle était attendue avec le retour des mondialistes, avec les blessés. Christophe Galtier, pour ce retour donc aux affaires en Ligue 1, nous a concocté un 4-4 dans Losange, comme on avait vu un peu avant la Coupe du Monde. Donnarumma dans les cages, Mukiele à droite avec Hakimi qui était laissé sur le banc au repos, Ramos Marquinhos puisque Kimpembe est toujours blessé. La surprise, on en parlera tout à l'heure, El Shaddai Bichabou qui a, je ne sais pas si on dit Bichabu ou Bichabou, je pense Ouais. je sais pas, tu dis comment toi Yacine Moi, Bichabou. je dirais Bichablu, mais bon. Bon, El Shaddai Bichabou, en tout cas, il a fait un très bon match. Le jeune défenseur, très jeune défenseur, 17 ans, qui a remplacé au pied levé Juan Bernat, qui était absent de la feuille de match, et Nuno Mendes est toujours blessé de sa Coupe du Monde avec le Portugal. Un milieu de terrain à 4, donc avec Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz pour composer le trio, et Neymar au-dessus en numéro 10, et puis devant Ekitike et Kylian Mbappé, donc les retours des mondialistes Neymar, Marquinhos et Mbappé. Yacine, cette composition, toi, sur le papier, est-ce qu'elle t'a plu, en tout cas aussi dans l'animation, dans ce que a montré ce Paris Saint-Germain en 4-4-2 Losange? Je m'attendais à ça, à part Bichablu, mais on a appris ensuite pourquoi. C'est que Bernat a ressenti le matin une gêne musculaire. Ouais, Et parce donc, il était attendu titulaire, hein, ouais, tout le monde en parlait, même dans le 11, etc. Et c'est arrivé une heure avant, enfin quand on a vu la compo, on n'avait pas eu d'infos avant. Hein. voilà. Mais apparemment, d'après ce que disait Christophe Galtier en conférence de presse, il a ressenti cette douleur dans la matinée. Donc, à partir du moment où Bernat n'était pas là, voilà, mais tout le reste, c'était la compo attendue avec Vitinha, avec Ruiz, avec Marquinhos déjà de retour, avec Neymar, parce qu'il n'y avait pas Messi, etc. Donc, il n'y a pas eu de surprise, ça restait l'animation vue depuis un certain temps, juste avant la Coupe du Monde, avec ce 4-4 de Losange avec Neymar derrière deux attaquants. Euh, donc, il y a pas eu de vraie surprise. Et Mukele, il était attendu parce qu'on savait qu'Hakimi avait aussi beaucoup joué, il avait joué beaucoup de matchs à la Coupe du Monde, légèrement blessé ou gêné. Et lui, par contre, voilà, je pense qu'il fallait pas prendre de risques. Euh, voilà, et puis il y avait donc ce retour à la compétition avec, malgré tout, comme tu l'as dit, l'objectif de préparer au silence qui arrive très très vite. Donc je pense il y avait pas le temps de faire tourner et de donner du temps de jeu aux autres en se disant je mettrai l'équipe type à Lens. Il fallait que l'équipe type entre guillemets reprenne tout de suite un peu certains automatismes. Effectivement, et on a vu hier, ça a été compliqué, hein, sinon on va pas se mentir hein, sur le match. Autant en première période, bon, on voyait la possession, on voyait les occasions, on se disait Paris va dérouler, surtout que Strasbourg est quand même 19e de Ligue 1, a eu beaucoup de difficultés défensives, avait énormément de blessés en face. Et puis, on va parler de la première période quand même, mais est-ce que tu as trouvé que ça a ronronné un peu en première période? Est-ce que tu as parce qu'il faut dire aussi Strasbourg a plutôt bien défendu aussi en première. Oui, alors bon, évidemment, comme d'habitude, hein, Strasbourg était en place. Strasbourg a mis des coups. Alors il paraît que c'était une saine agressivité d'après Julien Stéphan. Bon, je sais pas si on a la même définition du mot saine. Euh, et après, voilà, ils ont été en place, ils ont mis l'agressivité. Maintenant, je pense aussi que le PSG, euh, ça ressemblait à un vrai match de reprise. C'est c'est- c'est bizarre parce qu'en fait, il y avait quand même, malgré tout, sur le terrain, au coup d'envoi, euh, il y avait que 4 joueurs qui avaient fait la Coupe du Monde. Donc c'est même pas la moitié de l'équipe. Donc, euh, est-ce que les autres étaient pas prêts? Est-ce que vraiment tout le monde était dans un mode reprise? Mais oui, j'ai trouvé que ça manquait de changement de rythme, ça manquait d'intensité, ça manquait de vitesse, mais ça manquait aussi, euh, malgré tout, de largeur. Et pour déplacer un bloc comme ça, il faut utiliser la largeur. Et le problème, c'est que quand tu as Bichabou à gauche et Mukele à droite,
évidemment que ta largeur est moins utilisée, moins utilisable, moins importante. Et ça a compté. Ça a compté parce que quand vous avez deux lignes de quatre comme ça, deux attaquants qui défendent un bloc très bas, très compact devant sa surface, euh, pour les tirer à un moment donné, il faut et de la vitesse et de la largeur. Et c'est ce qui a manqué au PSG en première mi-temps, en plus du fait que, comme tu l'as dit, ça ronronnait, c'est-à-dire qu'on sentait pas des passes avec intensité, on faisait tourner, voilà, c'était un match de reprise, mais mais le 28 décembre, quoi. Vous voyez hein, les stats qui apparaissent à l'écran, toujours de notre confrère sur Twitter de Paris Saint-Germain qui nous aide beaucoup parce qu'il met les stats détaillées du match à chaque fois. On les reprend, on le remercie Paris Saint-Germain de pouvoir utiliser ces statistiques. Vous voyez 12 tirs à 10, 6 tirs cadrés à 3, donc c'est pas quand même des stats impressionnantes, c'est plus sa possession, comme tu disais Yacine, 71% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain sur l'ensemble du match, c'est quand même énorme, mais Yacine, sur les occasions qu'ils ont eues, Strasbourg, à chaque fois, c'était des grosses situations parce que je pense à l'occasion pour Gamero en première période où Donnarumma fait un excellent arrêt. Il y a un centre aussi pour Ajor que Donnarumma négocie mal. Ils ont attaqué que par à-coup, mais Bellegarde aussi a été bon dans la projection. Bon, avant malheureusement qu'il perde le ballon et qu'il a donné le penalty pour Mbappé à la fin de match, mais sinon ils ont eu quand même quelques coups à jouer les Strasbourgeois, toujours en situation de contre-attaque ou parce qu'ils n'avaient pas de possession, on va dire franche, mais par contre des situations pour piquer. Ouais, parce que, ben, en fait, c'est là aussi que il y aura un questionnement sur les défenseurs notamment, sur leur positionnement, sur aussi l'activité et la prestation de certains milieux de terrain. Ben, parce que je trouve que moi, c'est comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'ils sont pas beaucoup sortis, mais le peu de fois où ils sont sortis, bon, il y a la grosse occasion de Gamero avec l'arrêt de Donnarumma, euh, mais les peu de fois où ils sortent, ils arrivent pratiquement à se créer des situations. Oui. Et je trouve pas ça normal parce que malgré tout, c'est pas une équipe qui est dangereuse, c'est une équipe qui est 19e, c'est une équipe que tu dois maîtriser et c'est une équipe à qui tu dois mettre la tête sous l'eau très vite. Euh, mais régulièrement, contre Strasbourg, l'agressivité strasbourgeoise, on a l'impression qu'elle fait que le PSG déjoue un peu. Euh, et pas dedans, et a plus peur de se blesser que de jouer. Enfin, c'est très bizarre, mais voilà. Et derrière, il faudra aussi parler de la charnière parce que je suis mitigé aussi sur la charnière. Voilà. Je trouve que il y a eu quand même des choses pas rassurantes. Euh, et il y a eu des bonnes choses aussi malgré tout. Donc, enfin voilà, c'est très bizarre. J'ai repris une des déclarations de Christophe Galtier que vous pouvez Mm, retrouver. Hein. Yacine était évidemment donc au Parc des Princes. Il a mm. assisté à la conférence de presse d'après-match de Christophe Galtier. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller voir les déclarations d'après-match de Christophe Galtier, à retrouver sur le site de Paris United. Et donc j'ai repris une des questions qui lui a été posée, une des premières à Yacine à Christophe Galtier. C'était qu'avez-vous pensé de l'état d'esprit de votre équipe ce soir? Mm. Vous allez arracher cette victoire. Et ça vient un peu dans le sens de ce que tu dis depuis tout à l'heure, que c'était compliqué, un match de reprise, mais quand même qui a eu une détermination. Je vous lis la réponse de Christophe Galtier. Ce match était important après 6 semaines de coupure. C'est aussi le dernier match de l'année 2022. Et nos supporters ont aussi poussé quand on en a eu besoin. Notre victoire est méritée, et notamment en infériorité numérique. On en parlera aussi tout à l'heure. Il faut savoir souffrir pour gagner parfois. Et ce soir, on apprécie cette victoire. Oui, la réussite, ça se provoque. Les joueurs sont allés la provoquer à l'image d'Hakimi quand il est entré. Les entrants ont été dynamiques. Ce n'est pas notre meilleur match, mais montrer cet état d'esprit dès la reprise, c'est très important. Est-ce que tu es d'accord, Yacine, avec Christophe Galtier? Oui, je pense que si on devait résumer cette rencontre, qui n'était pas d'un très bon niveau technique, c'est vraiment Paris avait décidé de ne pas faire une contre-performance dès son retour en Ligue 1. Et on le voit bien parce que malgré tout, en dehors du penalty, euh, sur lequel on va revenir parce que l'attitude de Turpin sur ce match et sur cette action encore une fois, mais en dehors du penalty, sur les 10 dernières minutes, on a senti une vraie équipe qui avait quand même accéléré, qui avait décidé de pousser et décidé d'aller en tout cas tout faire pour aller chercher ce deuxième but. Et c'était presque contradictoire avec ce qui s'était passé pendant 80 minutes où on a senti un PSG dans la maîtrise et pas un PSG qui voulait absolument faire mal à Strasbourg. Donc voilà, et c'est vrai que ces 10 dernières minutes-là montrent qu'en tout cas dans l'état d'esprit et à 10, euh, oui, Paris avait décidé malgré tout d'aller chercher la victoire. Alors effectivement, comme le dit Galtier, oui, il y a parfois des matchs
que tu vas gagner sans la manière. Faut aller les gagner. Celui-là, on fera partie, on fait partie. Mais je pense qu'il était, bon, moi, on me connaît, je suis assez dur aussi sur la manière, mais je pense que la victoire, elle était importante par rapport au fait aussi que tu joues Lens dès dimanche. Je crois que c'est ça surtout. C'est-à-dire que peut-être que ça aurait été Clermont dimanche, je tiendrais pas le même discours. Mais je pense qu'il fallait garder au moins les points d'écart avec Lens avant cette rencontre importante dimanche. Et dans l'état d'esprit, en tout cas, tu l'as fait et c'est des victoires qui comptent. Parce que là, c'est vrai que tu dis, Yacine, à juste titre, là, tu remets 8 points d'avance entre toi et le Dauphin, Lens, avant évidemment son match de Lens contre Nice à 21h. Et voilà, ça laisse un peu de distance et ça montre que même quand tu es en souffrance, même quand tu es en galère, voilà, Paris ne lâchera rien et ira remporter ses matchs, même en infériorité numérique. Mais il faut dire aussi que, bon, même si Strasbourg a poussé un peu la fin, c'était pas non plus une domination territoriale, Yacine. Hein. Pourtant, ils étaient en supériorité numérique. Ils auraient pu à un moment dire allez, on lâche les chevaux, on n'a rien à perdre, on y va. Bon, au final, ça a poussé un petit peu, mais bon, de là à la fin, c'était Paris sur les 5 dernières minutes, on va dire même 5-10 dernières minutes. Et Mbappé le disait en après-match, on prendra ses déclarations après, mais qui sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que Strasbourg Ouais. n'était pas non plus très très haut sur le terrain au point de tout lâcher et d'essayer de mettre ce deuxième but. Quoi. On a que Nico vite fait et après je réponds Ah, comme il est là. Nicolas Puravo est là. Il est là, Voilà. Nicolas Puravo. Salut messieurs. Avec une belle figurine à Salut côté de Nico. lui, taille humaine, j'ai l'impression. Ouais, il est plus grand que toi, Hugo, je te confirme. Bon, comment ça va, Nico? Ça y est, la boutique est ouverte. Tu as pu nous rejoindre? Ça va, ouais, non, mais non, c'est les podcasts, bientôt on va les faire dans le lit avec le petit-déj, quoi. Vous êtes des fous, hein. Je peux plus dormir avec vous, hein. Ah, écoute, là, c'est pour moi. Je prends la responsabilité aujourd'hui parce que j'avais quelques trucs à faire. Donc, ouais, c'est moi qui vous ai demandé de vous lever de bon matin, hein, évidemment, à charge de revanche, et je vous en dois une. Pas de souci. Bon, Nico, on était en train de débriefer ce match avec Yacine. Tu arrives au bon moment. On n'est pas encore rentré dans les focus sur certains joueurs, notamment un attaquant français qui vient de fêter ses 24 ans et qui a marqué à 3 buts en Coupe du Monde et qui a encore donné la victoire à son club hier. Mais ton analyse, toi, du match déjà, Nico, ça a été compliqué, mais Paris a su faire la différence dans les dernières secondes et ne pas renoncer malgré son infériorité numérique dès la 62e minute. C'est à moi la question? Ouais. Oui, c'est pour toi, Nico. Tu m'as J'ai pas déjà répondu, moi. Yacine, il a déjà répondu. Donc sur la dernière demi-heure, excuse-moi. Ça y est, faut que Non, mais je... même sur l'ensemble du match, hein, tu peux me dire ton avis sur l'ensemble du match. Nico, c'est comme Sarabia, il met du temps à rentrer dans le match. Ouais, après, ouais, c'est mieux Sarabia que Neymar, du coup, parce que sinon je pars dans 5 minutes. Donc, ouais, bah écoute, je veux pas parler du début de match, parce que vous avez dû en parler, mais sur la dernière demi-heure, ouais, c'était intéressant, mais il y avait encore une fois il y avait une grande différence entre les deux équipes. Et en fait, la seule chose, c'est que le PSG a permis à Strasbourg de rester dans le match jusqu'au bout, mais ça n'aurait pas dû arriver. Et d'ailleurs, même à 10 contre 11, on a vu que l'équipe de Strasbourg n'était pas spécialement en mode conquérant. Tu sentais qu'ils étaient plus contents de prendre le point, qui était assez inespéré, que d'essayer d'aller en chercher un troisième. Il n'y a pas de pressing spécialement. Il y a quoi? Il y a 5 minutes à peu près où ils sont un petit peu plus conquérants. Puis derrière, je crois qu'il y a une position, une situation de contre où ils se rendent compte que ça va très vite et que s'ils sortent trop, ils vont se faire punir. Donc non, le mérite du PSG, effectivement, c'est d'avoir continué à pousser jusqu'au bout, d'avoir eu envie d'aller arracher ce match, alors que c'était pas forcément évident pour une reprise de se remettre tout de suite en mode combat comme ça. Mais oui, sur l'état d'esprit du PSG, on l'avait déjà vu en début de saison. D'ailleurs, cet état d'esprit, c'est une équipe par rapport aux années précédentes à cette faculté d'aller arracher les victoires au dernier moment. Je ne sais pas si c'est rassurant ou inquiétant pour la suite, parce qu'on préférerait tous que ce match soit plié à la demi-heure avec 3 ou 4 buts. En tout cas, pour un match de reprise, je trouve que dans l'état d'esprit, c'était sympa et plutôt rassurant quand j'ai vu la joie du groupe sur le but de Mbappé. C'est des images que j'aime bien, moi, parce que ça donne un petit peu des indications sur le moral dans ce groupe, la manière dont il vit. Et, on sent que les mecs étaient finalement assez contents de se retrouver et que arracher une première victoire comme ça dans la douleur, c'est peut-être un mal pour un bien et mentalement en tout cas ça peut pas faire de mal. Effectivement, tu as raison de le rappeler, Nico, et on le soulignait avec Yacine, notamment aussi après la déclaration en conférence de presse d'après-match
de Christophe Galtier, l'état d'esprit qui était intéressant hier et la motivation de ne pas perdre ce match. Passons à notre premier focus. Évidemment, je ne fais pas de surprise avec Kylian Mbappé, dont on va parler en premier quand même, parce que il y a 10 jours, il disputait une finale de Coupe du Monde. Il revient aux affaires quotidiennes avec son club. On rappelle qu'il était revenu 2 jours seulement après sa finale de Coupe du Monde perdue à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Vous avez vu tous les articles de presse, etc., qui ont expliqué que voilà, il ne voulait pas gamberger, qu'il voulait se remettre direct dans le travail, ne pas repenser à cette finale et penser aux échéances aussi avec le Paris Saint-Germain, arriver être en bonne condition physique. Il enchaîne et encore une fois, il est décisif. C'est lui qui marque le penalty de la victoire hier, qui prend ses responsabilités. Sur l'année 2022, toute compétition confondue, Yacine, c'est 56 matchs, 56 buts, 17 passes décisives. Voilà pour résumer l'année de Kylian Mbappé, qui est juste assez incroyable. Il y a une stat aussi, alors peut-être que je la donnerai après. Ouais, je la donnerai après. On va déjà laisser cette stat apparaître à l'antenne. Mais Yacine, il a eu, on va dire, il a été bien pris, on va dire, à l'image un peu de la Coupe du Monde, où je pense que toutes les équipes maintenant vont faire ça. Il va y avoir des prises à 2 ou à 3 sur Kylian Mbappé. On a vu Bellegarde beaucoup venir le taquiner. Doucouré, l'arrière droit évidemment, qui était sur lui hier, strasbourgeois. Il y avait un marquage sur lui évidemment, mais à la fin, c'est quand même lui qui a sonné la révolte et qui met constamment le danger et permet aussi à Paris, avec une énième fois cette course, cette accélération sur le penalty, parce que voilà, avant qu'il obtienne le péno, il est bien lancé, il prend de vitesse Niamsi et il obtient ce penalty. Ouais, d'ailleurs, Julien Stéphane l'a expliqué lui aussi en conférence de presse qu'il y avait évidemment un plan sur Mbappé avec une prise à 2. Le problème, c'est que quand il y a ces prises-là, le problème d'hier soir en tout cas, c'est que quand t'as pas un latéral comme Bernat ou comme Mendes qui est un vrai joueur du poste et qui connaît le rôle et qui vient apporter là-haut le surnom, c'est pas Bichabou qui est venu dédoubler, et c'est pas une critique envers Bichabou, on reviendra après sur son match. C'est logique. Et donc, oui, il s'est retrouvé souvent à 1 contre 2, 1 contre 3, avec des joueurs qui pouvaient pas apporter justement ce qu'apporte Mendes ou Bernat. Donc ça a été compliqué. Voilà, je vais répéter ce que j'ai dit 1 milliard de fois avec Mbappé. Voilà, si je devais juger, globalement, son match n'est pas forcément bon, mais il pèse dans la tête des adversaires. Il te permet pas de te lâcher. Et puis, voilà, sur une action ou deux, il est capable de faire des différences. Et comme je l'ai dit pendant la Coupe du Monde, je crois qu'à un moment donné, il faut accepter en fait de le juger comme ça. Donc voilà, écoute, comme tu dis, il a sonné la révolte, même si je trouve que malgré tout, encore une fois, il est dans toutes les actions dangereuses du PSG, il est dedans. Mais voilà, et puis après, il y a le penalty avec cette action où Marquinhos marque. Turpin a décidé de siffler le penalty avant, parce que Turpin est un génie. Imagine, Yacine, je me posais la question, imagine si donc il annule le but de Marquinhos parce qu'il revient sur le penalty, et à la VAR, on lui dit qu'il n'y a pas penalty, j'en sais rien, qu'il est hors-jeu Mbappé ou autre. Non, mais ce qui s'est passé hier, c'est surréaliste. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'à la VAR, ils peuvent même pas lui dire il n'y a pas penalty. À partir du moment où il a annulé le but, même s'il n'y a pas faute, ils sont obligés de lui dire vas-y, laisse le penalty de toute façon, parce que déjà t'as fait n'importe quoi. Donc si en plus on annule le penalty et le but, mais enfin c'est plus ridicule qu'on est, c'est catastrophique. Heureusement, il y a penalty largement. Voilà, il est bien touché par Niamsi. Et puis heureusement qu'il le marque aussi. Oui, aussi. Il le tire bien. Hein. Yacine, un peu à l'image de ses pénaux contre Martinez. Alors Martinez, il en avait touché un, il me semble, c'est le deuxième en finale de Coupe du Monde. Là, Matsels, il part du bon côté, mais elle est tellement bien placée. Ouais, elle est puissante et puis elle est assez puissante, ouais. Que ça fait mouche, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que j'aille voir l'ami Nico? Non, c'est bon. Nico, sur Mbappé. Alors, je vous prendrai après ces déclarations d'après-match, parce qu'elles sont intéressantes quand même. Et quand Kylian Mbappé parle, c'est toujours intéressant à dire. Vous voyez cette stat qui apparaît à l'écran et dont je voulais vous parler quand même. Alors, ça parlera aux très anciens. Voilà, c'est assez ancien comme stat, mais ça montre aussi l'année stratosphérique de Kylian Mbappé. Il devient donc le premier joueur français à inscrire 32 buts en Ligue 1 au cours d'une année civile, donc au cours de l'année 2022, depuis Juste Fontaine en 1958, qui en avait marqué 35. Donc peut-être qu'Mbappé battra ce record sur l'année 2023, s'il reste au Paris Saint-Germain une année de plus. Voilà, Nico, petite stat. Mais Nico, sur le match d'Mbappé hier, match de reprise, lui qui a enchaîné, on disait est-ce que physiquement ça va aller? Bon, il a montré qu'il était en jambes, malgré, évidemment, il l'a dit lui-même, il n'a pas fait un match dingue, mais il est décisif et il met ce penalty.
Alors, oui, Mbappé, la question, ça va pas être de savoir s'il a du rythme. Il n'a pas coupé, donc évidemment qu'il a du rythme. C'est plus de savoir si à un moment, il va avoir besoin de se reposer un petit peu quand même. Donc, au niveau rythme, il y avait pas de souci. Après, sur le match, bah, ça a été un match compliqué, mais parce que le PSG a été très moyen dans le jeu, et donc bah, Mbappé a pas été en position d'être bien servi ou de pouvoir faire des combinaisons intéressantes. Donc, ça a été un match moyen. Après, au-delà de son match et de son surtout de la fin de la rencontre, où il va chercher ce penalty lui-même et où il le transforme. Moi, ce que j'ai vu encore hier, et on s'en doutait, mais maintenant c'est une confirmation totale, c'est que Mbappé, il a pris le pouvoir de manière absolue dans ce club. Voilà. Mbappé dans le vestiaire aujourd'hui, c'est le patron. C'est le joueur qui porte cette équipe, c'est le joueur qui est décisif, c'est le joueur qui réunit toutes les conditions pour être le numéro un dans cette équipe, et c'est quelque chose qu'il revendiquait depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, il l'a obtenu. Et j'ai trouvé que c'était une soirée riche en enseignements parce que, et en symboles. C'est la soirée où il reçoit des messages de soutien du virage, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y a une chanson qui vient d'apparaître pour lui. Et Effectivement. pendant qu'il était en train de porter l'équipe et d'offrir la victoire au PSG, tu as Neymar qui était rentré chez lui. Donc voilà, tu as Kylian Mbappé en patron absolu de cette équipe, et il a faim. Il a vraiment très très faim, ça se voit. Il n'est pas revenu pour rigoler. Il a envie de marquer l'histoire de ce club, il a envie de prendre tous les records, et voilà. Il a montré hier pourquoi il était revenu aussi vite, pour évacuer la frustration. J'aime la manière dont il évacue la frustration, je vous le dis. Voilà. La rage qu'il a sur le but, cette communion, cette joie, et tout le groupe d'ailleurs, hein. Et voilà, moi je trouve que voilà, on a beaucoup parlé de son jeu, on a beaucoup parlé de sa contribution défensive. Yacine est bien placé pour savoir que tout n'est pas parfait dans ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, tu vires Neymar, pardon, tu vires Mbappé de cette équipe. Je ne sais pas vraiment à quoi ressemblera le PSG. Donc, il est indispensable et il le sait. Et voilà, c'est ce que je te dis. Il a pris le pouvoir hier, et il n'est pas prêt de le rendre, je pense. Yacine, juste avant de parler de la prise de pouvoir d'Mbappé et des symboles qui sont intéressants, comme le dit Nico, sur le champ des ultras du PSG hier pour Kylian Mbappé, parce que ça a été aussi une des questions posées à Mbappé. Alors, je vous donne sa déclaration sur son nouveau champ, hein, pour Kylian Mbappé au parc. Alors, il a dit, j'ai pas bien entendu parce que je suis assez loin sur la pelouse. J'ai entendu mon nom, mais ça fait vraiment plaisir. Je remercie les supporters. Quand on revient d'une situation comme la mienne, ça fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes chez vous ici. On est d'accord, Yacine, ça a été compliqué parfois voilà, avec les ultras. Là, ça se réchauffe quand même avec le CUP. Est-ce que toi, tu l'as senti hier dans l'ambiance, dans la communion avec les ultras, le CUP, le stade, le parc avec Mbappé? Oui, bien sûr, mais ça fait, enfin, depuis la prolongation, il y a quand même eu déjà une vraie évolution. Là, peut-être que ça a passé un nouveau cap, euh, mais, euh, mais il y a plein de choses intéressantes dans cette relation parce qu'en fait, on se rend compte que il y a, enfin, le supporter, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que c'est pas parce que il y a un joueur qui t'énerve, que certaines attitudes te dérangent, etc., que c'est rédhibitoire et que en gros, de toute façon, ça va toujours rester comme ça. Il y a ce que tu donnes et moi, je trouve il y a quand même malgré tout dans ce que fait Mbappé euh, aussi une évolution euh, dans son approche au public, dans sa façon de fêter les buts. Tu vois, il y a plein de petites choses en fait qui font que ça le rapproche. Moi, je trouvais, et c'est que mon avis, mais je pense que je suis pas le seul à l'avoir. Je trouvais que c'était une machine, mais c'était une machine, tu vois, tellement robotisée que il y a presque pas d'émotion. Je trouve il y a quelque chose qui est en train de changer aussi. On a l'impression qu'il a presque envie de partager aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est plus lui. En gros, c'est pas je marque des buts et vous allez m'aimer. C'est je marque des buts, mais il va y avoir un échange. Euh, Tu vois, par exemple, hier en fin de match, quand il fait le geste au public, bon, c'est le truc, voilà, on a vu Mais 1000 fois, mais c'est pas un truc que faisait Mbappé avant. il est venu donner son maillot aussi au CUP, hein. On l'a vu, il est venu jeter son maillot. Voilà. C'est pas tout le temps non plus, hein. Non, mais voilà. Donc, tu vois, c'est pas des. Ouais, enfin, on en parlait d'ailleurs avant la Coupe du Monde. Quand il y a 5 joueurs qui viennent saluer le public à la fin d'un match, bon, tu peux te poser des questions. Et là, il se passe quelque chose. Voilà. Et oui, il est en symbole de cette équipe. Il est en symbole de Paris. Il y a sa chanson. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu leur chanson au parc. Euh, voilà, il se passe quelque chose et c'est tant mieux parce que moi je préfère aussi ce côté-là du joueur que le joueur machine à marquer
ok, super, mais à un moment donné, on a aussi besoin d'avoir des échanges, un peu d'émotion avec un joueur. Alors, Yacine, tu vas me confirmer, parce que j'ai vu les paroles du nouveau chant donc, pour Kylian Mm, Mbappé. C'est Romain Mabi, le président du CUP, qui a partagé ça sur son compte Instagram. Alors, les mm. paroles, c'est Kylian Mbappé est ce joueur qui nous fait vibrer. Quand il est lancé, plus rien ne peut l'arrêter. L'enfant de Bondy ne cesse de nous épater. Il joue pour Paris et fait rêver le monde entier. Est-ce que tu as entendu, tu as déjà appris les paroles, Yass? Après, non, parce que malheureusement, comme je suis pas dans le COP, Non, je sais, je la chante en pas. tribune de presse. Donc. Mais pour ceux qui veulent la chanter, c'était sur l'air de Ça rappelle que Ti Amo de une vieille chanson des années 80, quoi. Bon, tu l'as entendu en tout cas résonner, ouais, Ouais, on l'a entendu. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, parfait pour l'ambiance. Des déclarations quand même de. Alors, oui, peut-être pour Yacine, si vous voulez parler pour le symbole, ou alors vous en parlerez après avec Neymar, on en parlera peut-être après avec Neymar, parce que ça sera notre prochain focus. Mm. Mais c'est vrai que les symboles sont assez forts, Yass, quand même. Oui, après, je pense tu vois, mais après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que là, maintenant, on est quand même dans l'excès. C'est-à-dire Mbappé, il a marqué un penalty. Si c'était pas lui le tireur attitré, mettons que ce soit Sergio Ramos, bah, ce serait Sergio Ramos qui aurait donné la victoire. Tu vois, c'est pas une action, voilà. Maintenant, effectivement, dans l'attitude euh, et dans la façon de fêter le but, on a quand même senti un joueur en gros, qui veut pas de contre-performance, quoi. Voilà, le mec, il est là pour gagner, il le dit lui-même, hein, de toute façon, il l'a dit lui-même après le match en zone mixte. Pourquoi il est revenu plus tôt. Je vais mettre après la déclaration sur Martinez. En fait, le mec, enfin, c'est ce qu'on répète depuis plusieurs mois. Il n'a pas le temps, quoi. Voilà, il n'a pas le temps. Il est là pour marquer l'histoire du foot. Et il n'y a pas de vacances et il n'y a pas le temps de gamberger, de se poser des questions. Voilà. Il y a surtout, je trouve, une rigueur. Il y a une rigueur qui s'impose à lui-même, dans ce qu'il veut offrir, dans ce qu'il veut réussir. Je trouve qu'il y a toute proportion gardée. Hein, je suis pas en train de comparer les deux joueurs, mais cette attitude-là, moi, je trouve que ça me rappelle beaucoup Ibra. Ibra au PSG, voilà, Mhm. il y avait une exigence permanente avec lui, avec les autres. Alors, il n'a pas encore le charisme d'un Ibra, peut-être qu'il ne l'aura jamais, mais en tout cas, je trouve qu'il s'impose déjà à lui-même cette rigueur. Et ce retour, encore une fois, précipité, j'ai vu pas mal de gens dire ouais, c'est pour montrer que pendant que les Brésiliens sont en train de déprimer, lui, il est de retour. Mais je crois il y a peut-être un peu de calcul, j'en sais rien. Mais au-delà de ça, je crois que juste c'est quelqu'un, comme tu viens de le dire, Yacine, qui a pas de temps à perdre, qui a envie de marquer l'histoire du foot. Et l'histoire du foot, ça passe aussi par ce genre de but contre Strasbourg un 28 décembre. C'est comme ça. Mhm. Donc non, non, vraiment très, très, très impressionné par ce qu'il propose. Moi, je vais parler des déclarations de Kylian Mbappé. Justement, on en voit une qui s'affiche à l'écran, notamment, déjà, c'était sur Messi, hein, parce qu'évidemment, Messi a remporté la finale de Coupe du Monde avec l'Argentine face à l'équipe de France. Et donc, les deux joueurs se retrouveront bientôt parce que Christophe Galtier a annoncé que Messi reviendrait retrouver l'entraînement. Nico, est-ce que c'est possible de couper le son? Je sais pas si tu. Ah non, il n'y a pas de souci. Je sais que tu as des clients qui rentrent et qui sortent en même temps de la boutique. C'est juste le temps que je vienne te redonner la parole. Comme ça, voilà, ça sera plus audible pour ceux qui nous écoutent sur le podcast. Je crois que c'est bon, Nico, il me semble. Ouais. Ouais. Ah, Ah. c'est pas bon. Bon, non, on entend toujours, mais bon, je vais essayer. J'espère que c'est assez audible pour vous. Donc, avec Messi, donc j'ai félicité Messi en fin de match. C'était après le match hier face à Strasbourg, des déclats d'Mbappé. C'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais j'ai perdu. Nous attendons le retour de Léo pour de nouvelles victoires, de nouveaux buts. Donc oui, Léo Messi qui devrait y revenir, reprendre l'entraînement entre le 2 et le 3 janvier. Il a parlé également du chambrage des Argentins. Il a dit les célébrations, ce n'est pas mon problème, je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles. Le plus important pour moi, c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club. Et sur la finale perdue, je te lancerai dessus, Yacine. Il dit, je pense que je vais jamais la digérer, d'avoir perdu cette finale de Coupe du Monde. Comme je l'ai dit au coach et aux coéquipiers, il n'y a aucune raison que mon club paye mon échec en sélection. C'est deux situations bien différentes. J'ai essayé de revenir avec la meilleure énergie possible, le plus positif possible. Je ne fais pas un match de dingue aujourd'hui, mais j'ai continué à y croire. Et je savais que sur rien, on pouvait décanter la situation. Et c'est vrai que ça montre aussi Yacine, la mentalité d'Mbappé et ce qu'il représente et ce que vous disiez tous les deux. C'est-à-dire que voilà, il s'attarde pas sur ça, il n'a pas de temps à perdre. Lui, il se remet sur le terrain, il se remet au travail et il est décisif pour son équipe et c'est ça qui est important. Il perd pas d'énergie dans des choses aussi futiles. C'est ce qu'il a dit hier sur le chambrage des Argentins.
Ouais, mais enfin, ça rejoint tout ce qu'on dit, c'est-à-dire que le mec, il est préparé, il est focus et il n'a pas le temps, quoi. Mais après, tu vois, c'est bien aussi parce que, tu vois, alors Nico compare à Ibra et c'est intéressant parce que Ibra, par exemple, il avait besoin de ce genre de choses. Ibra, moi, je l'ai vu au parc faire certains matchs pendant 20 minutes, il est pas forcément bon, etc. Et d'un coup, il chauffe avec un joueur inconnu, mais il chauffe. Et le mec, ça va le faire rentrer dans son match. Et il avait besoin de ça. Ben Mbappé, il a pas besoin de ça. Voilà, Mbappé, il a besoin d'être juste lui focus sur ce qu'il a à faire. Et je pense que ça résume tout à fait. C'est-à-dire, j'ai pas le temps, alors que bon, moi, je suis prêt à parier que si c'est Ibra qui est chambré comme ça, je pense qu'il y a des réponses sur le terrain, il y a des réponses en coulisses. Tu vois, Ibra, c'est son truc, quoi. Voilà. Et ben Mbappé, il est différent. Après, sur le terrain, bah, il est en train de prouver que voilà. Et puis sur le fait de digérer. Moi, je pense qu'il dit ça à chaud. Alors, on digère jamais une défaite en finale de Coupe du Monde parce que tu te dis que t'es passé à côté de quelque chose. Malgré tout, il en a déjà gagné une et il la digérera. Maintenant, oui, sur le moment, je pense que quand il dit je la digérerai jamais, ça veut dire c'est encore une fois tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il veut marquer l'histoire de son sport. Et là, il se dit qu'à 24 ans, il aurait déjà pu en gagner deux, que seul Pelé avait fait à cet âge-là. Et voilà, il est passé à côté de quelque chose. Mais voilà, comme il le dit lui-même, son club n'a pas payé et lui, il continue d'avancer, quoi. Ça me fait penser à quand tu disais que Ibra, j'ai eu l'image en tête là, quand il se chauffait avec des joueurs entre guillemets inconnus à 2012, novembre 2012, quand il se chauffe avec Bayal Sall, le défenseur Mm, de Saint-Etienne, où il se mm. chauffe d'un coup et qu'il lui disait Bayal Sall, mais fuck you, parce qu'il lui dit fuck you, Ibra, il lui dit mais fuck you toi aussi, et que ça donnait lieu à pas mal de vidéos, en tout cas, et de débriefs de cette petite embrouille qui avait rendu aussi ouais, mythique voilà, cette embrouille entre Bayal Sall et Zlatan Ibrahimovic. Nico, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les déclarations de Kylian Mbappé qui sont assez intéressantes quand même et qui disent à quel point il est déjà revenu dans les affaires de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain et aussi il sait les échéances qui l'attendent avec la Ligue des Champions qui arrive le 14 février prochain face au Bayern Munich. Voilà, on sent qu'il, voilà, pour passer entre guillemets, oublier, on va dire, cette finale de Coupe du Monde perdue, le plus simple, c'était voilà, de se remettre au travail et puis de reprendre avec son club rapidement. Et ça illustre les déclarations qu'il a dit hier en après-match. Ouais, c'est des déclarations d'un garçon très intelligent. Encore une fois, on connaît sa communication. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui gère tout de A à Z ou s'il est très bien conseillé, mais en tout cas, il a effectivement pas de temps à perdre à répondre à un mec qui le taille à 10 000 km de Paris. Ce qui est marrant, c'est que dans le même temps, tu as des mecs comme Rami et Di Maria qui s'affichent complètement sur les réseaux sociaux, à se renvoyer des messages, on dirait moi sur Twitter, je te jure, quoi, des mots de 15 ans. C'est Quoi. vrai. C'est incroyable, quoi. Ah, putain, Di Maria, champion du monde, qui répond à Rami, le mec qui était consultant pour TF1. T'as pleuré, ouais, mais toi t'es nul, ouais, mais toi t'as pleuré. Enfin, c'est tellement Ouais, ridicule. c'est terrible. Tu vois, est-ce que tu vois Mbappé mettre une photo à Martinez en disant regarde, rigolo, pendant que je joue la Ligue des Champions, toi tu vas jouer le maintien, ou enfin, tu vois, il a pas de temps, comme tu dis, voilà. L'autre a été champion du monde à 30 ans, bravo à lui. Mbappé, il l'a été à 20 ans. C'est le meilleur joueur du monde actuellement, il a autre chose à foutre. Est-ce que tu as déjà vu Messi s'amuser sur les réseaux sociaux à répondre à un mec qui l'a taillé? Enfin, toi, voilà, il fait partie de ces joueurs qui sont vraiment focus. Il veut rentrer dans l'histoire du foot et tout est pris en compte. Voilà. Il y a les performances sur le terrain, il y a l'image qu'il renvoie, il y a la communication, il y a tout. Il y a tout qui est pris en compte et sur cette après Coupe du Monde, c'est un sans faute, que ce soit dans la communication ou dans son retour sur les terrains avec le PSG. Voilà, il a fait ce qu'on pouvait espérer d'un grand joueur. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, je trouve. Si Stéphane, si, j'ai juste un truc à dire. S'il nous regarde, Adil Rami, pitié, réponds encore à Di Maria, remets-en une couche parce que je pense que là, il y a de quoi faire un truc énorme. Ils sont Non, mais écoute, D'ailleurs, attends, la manière, la forme n'est pas bon, mais sur le fond, il voulait défendre Mbappé et défendre l'équipe de France, Rami. Alors, certes, c'est fait un peu futilement, mais dans l'intention, c'était en fait, de défendre un peu Mbappé. il est aussi nul sur les réseaux qu'il était sur le terrain. Mais bon, c'est pas grave. Juste pour dire que Martinez, son contrat a été résilié avec Aston Villa, je crois. C'est vrai? Ouais. Ah, bah alors, tu vois, ça, c'est une sacrée info quand même. Parce que on avait vu, Yacine, des informations comme quoi Unai Emery voulait Mm. se séparer d'Emiliano Martinez après ce chambrage exagéré sur Kylian Mbappé, sur le bus voilà, victorieux qui a défilé dans les rues de Buenos Aires. Euh,
Donc, ouais, il n'avait pas trop aimé l'attitude de son gardien. Et donc, on apprend, Yacine, tu nous donnes l'info. Normalement, c'est ce que j'ai lu hier sur Twitter, je crois, ou c'était en cours. Ah, mais c'est pas officiel encore. Bah, je pense pas, parce que je pense que ça aurait fait un peu de bruit, mais c'est ce que j'ai lu hier, apparemment, que c'était la réflexion d'Aston Villa et que c'était en cours, quoi. Donc, Bon, en tout cas, ce serait quand même une sacrée info si Emiliano Martinez, champion du monde avec son pays en étant décisif, je crois que ça serait plus rare dans l'histoire. Quand même que ton contrat soit résilié alors que tu viens d'être champion du monde et qu'en plus, c'est pas genre champion du monde comme un joueur qui n'a pas joué, quoi. C'est gardien titulaire et décisif dans les pénaltys en finale de Coupe du Monde. Bon, en tout cas, on suivra ça. Moi, je pense qu'on a été complet sur Kylian Mbappé, mais en tout cas, un retour très, très réussi pour l'enfant de Bondy, qui a fêté donc ses 24 ans il y a quelques jours, hein, le 24 décembre, et qui est donc très, très bien parti pour cette reprise de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Passons à notre autre focus. Alors là, il sera un peu moins positif sur Neymar, le Brésilien qui donc est revenu à l'entraînement il y a quelques jours en tant que Marquinhos et qui était titulaire hier face à Strasbourg, qui a été, bon, avant qu'on parle de son carton rouge, peut-être Nico, on peut parler de son match à Neymar, qui a été plutôt bon. Alors je te vois tapoter. Est-ce que tu es prêt pour parler de Neymar? Bien sûr que je suis prêt. J'attendais un ami marseillais. Là. Ah, tu réponds sur Twitter en même temps. Enfin, il sait tout faire, Nico. Il fait trois choses à la fois. Il tient une boutique, il fait le troll sur Twitter et il fait le podcast. Attends, je vais vendre une montre, je reviens. Ah, tu vas voir. Je rigole. Ah putain, je savais que Mais non, je rigole, Hugo. J'aimerais bien te parler de Neymar avec plaisir. Alors, ça pourra venir après, évidemment, son carton rouge, parce que c'est deux jaunes qui sont qu'on va débriefer, évidemment. Mais sur son match, déjà, je voulais faire un petit mot sur son match et promis, après, je vous laisserai dire ce que vous voulez sur Turpin et sur les deux cartons jaunes. Sur son match, déjà, parce que voilà, il a été blessé pendant la Coupe du Monde sur cette cheville. Il est revenu avec le Brésil. Ils ont été éliminés en quart de finale contre la Croatie. On l'attendait peut-être pas titulaire. Il était déjà titulaire. Moi, je l'ai trouvé plutôt en jambes. Il nous a gratifié de quelques gestes. Il a essayé d'accélérer le jeu. Il a pris quelques coups comme d'habitude. Voilà, on voit ses stats à Neymar s'afficher à l'écran. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Nico, sur son match? Eh bien, je n'ai pas aimé son match. Je suis désolé de casser tout de suite l'ambiance. Déjà, alors, si on doit parler en termes de stats, 22 ballons perdus en 60 minutes sur le terrain, c'est assez énorme. Après, oui, effectivement, quelques gestes, quelques accélérations, quelques dribbles. Il est passeur sur coup franc, donc il y a évidemment des choses positives, mais j'ai pas aimé l'attitude. Voilà, j'ai pas aimé l'attitude du Neymar qu'on a déjà vu plein de fois, à savoir qu'il prend des coups. Effectivement, Turpin sanctionne pas suffisamment les premiers coups. Je suis complètement d'accord avec ça, mais ça suffit à le faire sortir du match. Et tu as même encore une fois l'impression que c'était préparé à l'avance par Strasbourg, et moi c'est ça qui m'embête. C'est-à-dire qu'un joueur comme le petit c'est Thomasson, je crois, qui était sur lui. Ouais. Voilà, tu as senti d'entrée qu'il était là pour lui mettre 2-3 coups, pour l'énerver, pour le faire sortir du match. Et ça a marché. Ça a marché parce que Neymar, il suffit de lui mettre 2-3 coups d'entrée pour que derrière, il pense qu'à une chose, c'est t'humilier par le dribble, en oubliant le jeu, en oubliant de respecter les appels. Voilà. Et moi, j'ai pas aimé l'attitude, franchement. Voilà, j'ai trouvé qu'il se compliquait la tâche. C'était pas le Neymar qu'on a vu dans ses bons jours de ce début de saison, avec la volonté de jouer vite, de lâcher rapidement le ballon, de pas être dans la provocation systématique. Voilà, moi j'ai vu tous ces mauvais côtés hier. Et puis à l'arrivée, c'est le pompon, voilà, c'est le carton rouge qui, j'ai entendu pour certains, qui est sévère, qui n'est pas justifié. Pour moi, c'est assez logique. Le premier carton jaune, il met une bonne baffe il met une bonne baffe. Pour moi, le carton jaune n'est absolument pas immérité. Et puis la simulation derrière, elle est juste ridicule. Donc voilà, j'ai pas aimé. Voilà, je te dis clairement, j'ai pas aimé ce comportement. Et au-delà de ce qu'il aurait pu faire en termes de qualité de football, j'ai pas aimé ce côté. Putain, il a 30 ans, les mecs, quoi. 30 ans, et ça se veut meilleur joueur du monde, ça rêve encore d'un ballon d'or, et ça sort de son match contre Strasbourg parce qu'il prend 2 coups sur la cheville par Thomasson. Donc voilà, c'est la face de Neymar que j'aime pas du tout, et j'ai pas du tout apprécié son match du tout à cause de tout ça. Ok, bon, ça va être intéressant parce que je sais qu'Yacine n'est pas du même avis sur Puis je parle pas sur le match, mais sur l'arbitrage en tout cas et sur les deux cartons jaunes. Voilà, pour rappeler, 61e minute, premier carton jaune, tu le disais Nico, pour une gifle où il est en pleine course, il a le ballon Neymar et il met une gifle à Adrien Thomasson qui ne le lâche pas au marquage. Et puis donc une minute plus tard, deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion après une simulation dans la surface. D'ailleurs, une expulsion qui va pas digérer le Brésilien puisqu'il a préféré quitter le Parc des Princes avant la fin du match, bien énervé par l'arbitrage de Clément Turpin.
Je vais te lancer, Yacine, dessus. Je vous donnerai après la réponse de Christophe Galtier aussi sur le carton rouge donné par Clément Turpin, enfin en tout cas les 2 cartons jaunes successifs à Neymar. Est-ce que toi, Yacine, je sais que tu n'es pas d'accord avec Nico sur l'arbitrage de Clément Turpin. Ouais, alors, encore une fois, je suis d'accord avec Nico sur le carton jaune et le carton rouge. Enfin, les 2 cartons jaunes finalement. Même si le deuxième, il me dérange parce qu'en fait, il y a certaines simulations où Turpin donne jaune et là, il donne pas jaune et d'autres, ils donnent pas jaune. Bref, déjà, c'est ça. Est-ce que c'est pas parce que c'est Neymar qui met un deuxième mais, carton jaune? mais quand on connaît Turpin, évidemment que c'est parce que c'est Neymar et c'est ça le problème. Donc, ça, c'est le premier problème. Mais moi, ce qui me dérange, en fait, c'est comment t'en arrives à là. Mais comment t'en arrives à là? Ben parce que tu as un arbitre qui fait pas son travail. Quand Neymar prend les premiers coups et que les Strasbourgeois prennent pas de carton, en fait, tu leur dis, bon, vous pouvez continuer, ok, je vais peut-être siffler faute, mais ça ira pas plus loin. Et en fait, le truc, c'est que Thomasson, il est déjà coupable de 2 fautes avant, une sur Neymar et une sur Verratti, je crois. Et s'il est averti, en fait, il vient pas titiller Neymar comme il le fait sur cette action de la première claque. Et sur l'action, et d'ailleurs, enfin, je sais pas si à la télé on voyait tout, mais Turpin, de toute façon, c'est le spécialiste. Voilà, faut que ce soit la star du match, faut qu'il se la raconte. Il est insupportable. Il y a une faute en première mi-temps sur Verratti. C'est exactement la même chose. En fait, il se paye Verratti et Neymar à chaque fois qu'il arbitre le PSG. Voilà. Verratti, il est accroché pendant 5 secondes. Il finit par perdre le ballon. Et Turpin, il fait geste, genre, en gros, arrête de parler, il y a rien. En fait, il y a faute. On l'a vu, C'est ouais. juste que, On l'a voilà. vu hier. Mais en fait, c'est juste, il y a faute. Mais comme c'est Verratti, comme t'es Verratti, je vais pas siffler parce que tu me saoules. En fait, on vous demande pas d'avoir un jugement sur l'humain que vous arbitrez. On vous demande d'arbitrer un match de football. Et si t'es pas capable d'arbitrer Neymar et Verratti, eh ben, tu demandes à plus arbitrer le PSG. Et t'arrêtes de nous emmerder maintenant. Voilà. Moi, c'est ça qui m'énerve. Et je répète que le deuxième carton jaune, tu peux, évidemment, tu as le droit de le mettre, il y a simulation, il est justifié. Mais fais-le quand Ayork fait une simulation. Pourquoi tu le fais pas? Parce que c'est à York, parce que c'est Strasbourg, parce qu'on va dire encore le PSG avantagé. Turpin, il est insupportable. Franchement, c'est le meilleur arbitre français, ça. Ça, c'est le meilleur arbitre français. Le mec, il arbitre en se payant des êtres humains, mais c'est ridicule et insupportable. Voilà. Et la dernière chose, malgré tout, même si je comprends ce que dit Nico sur Neymar, il n'y a pas de problème, je pense quand même à un moment donné que quand tu prends des coups, et que tu as souvent été blessé, bah moi, je comprends parfois les réactions. Alors, évidemment que la tarte, il peut peut-être faire autre chose. Il peut peut-être lâcher son ballon un peu plus vite, etc. Mais malgré tout, à un moment donné, je vais pas dire à des joueurs enfin, arrête de dribbler parce qu'à un moment donné, c'est toi qui vas prendre un rouge. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. Je trouve on prend le problème à l'envers. Ouais, Après, par contre, que Neymar, euh, moi, ce qui me dérange plus, par exemple, tu vois, dans tout ça, c'est qu'il soit parti avant la fin du match. Voilà, ça me dérange plus okay. que le fait qu'il réagisse parfois. Euh, parce que je trouve que là, c'est aussi un manque de respect par rapport à ses partenaires, même s'il n'avait pas le droit de revenir sur le banc, mais au moins tu montes en tribune ou, enfin, je veux dire, t'es au vestiaire. Enfin, tu peux pas quitter le stade comme ça parce que t'as pris rouge et que t'es énervé ou ce que tu veux ou frustré Est-ce ou ce que que tu veux. Yacine, c'est pas aussi avec la déception déjà du Brésil et là il revient, il prend Oui, un rouge et mais évidemment que il c'était. sait que l'image est catastrophique là. En plus, j'ai vu au Brésil, il se fait détruire par rapport à ça. Mais évidemment que la frustration de la Coupe du Monde, elle est très présente sur ce match. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça aussi que dans la gestion, Galtier, il va avoir à un moment donné son rôle. Est-ce qu'après le premier jaune, il doit pas le sortir? Peut-être, peut-être. Mais bon, comme Voilà. Galtier, Est-ce que tu peux? c'est toujours tardif un peu aussi, Galtier, Oui, en temps. déjà, et puis est-ce que tu peux, à la 61e, dire à Neymar, bon, je sens que tu es en train de t'énerver, tu vas craquer, je vais te sortir. Voilà, c'est toute l'ambiguïté de statut de ce type de joueur. Voilà, et moi, juste pour finir, une petite parenthèse, je suis un peu moins dur que Nico sur le match. Moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai pas trouvé. Voilà, je trouve qu'il a fait des bonnes choses. D'ailleurs, juste avant, après l'égalisation de Strasbourg, Mbappé, l'occasion qu'il a, c'est Neymar. Voilà, je l'ai trouvé. Il a alterné. En fait, je trouve qu'il a été plutôt bon, mais en fait, il est revenu à des choses qu'on voyait l'année dernière et qu'on supportait plus, qu'on n'avait plus vu depuis le début de saison. Et je pense que c'est ça aussi qui ternit l'image de son match en dehors du carton rouge. Non, mais en termes de football, il a été bon quand il a joué au foot.
Ouais, Il n'y a voilà. rien à dire. Franchement, il a fait du repli défensif, il a bien aéré le jeu, il fait effectivement des belles passes. Il y a une passe pour Neymar, effectivement, pour Mbappé, qui est magnifique. Moi, ce que je lui reproche, encore une fois, c'est de sortir de son match pour des conneries pareilles. Enfin, encore, j'aime pas comparer, mais un mec comme Mbappé, il prend aussi des coups. Je ne vois jamais Mbappé commencer à. Il a déjà de frustration de temps en temps, mais il ne rentre pas dans cette espèce de rapport de force avec un mec en focalisant que sur lui et en disant maintenant, j'ai terminé, je m'en fous de faire du football. Moi, je veux le ballon pour me mettre face à toi, arrêter et te dribbler et t'humilier. C'est ça qui est insupportable avec Mais je suis Neymar. d'accord avec toi Le, sur, le, le, le sur premier carton Strasbourg. jaune, c'est ça, hein, le premier carton jaune. Hein. Oui, Le premier oui. carton jaune, il est arrêté au milieu du terrain, il attend Thomasson, il part sur son dribble extérieur, Thomasson s'accroche, ça dure 2-3 secondes l'action, il finit par lui mettre une baigne. C'est quoi ça? C'est pas le jeu qui demande ça, tu vois. C'est là où je suis énervé sur Neymar. Après, qu'il prenne des coups, effectivement, je le vois. Qu'il soit énervé, qu'il soit frustré parce qu'il estime que l'arbitre ne fait pas son boulot, il n'y a aucun souci. Mais cette réaction-là, moi, je ne la supporte pas. Et ça le pénalise. Bon, ça pénalise évidemment le PSG, mais même oui, ça le pénalise. Neymar ne sera jamais le grand joueur qu'il a aspiré être parce qu'il a un comportement qui n'est pas adapté. Il doit être capable, encore une fois, il a 30 ans, c'est Neymar, on parle d'un mec qui est adulé par toute la planète. Le gars, il pète un câble contre Strasbourg, le 19e de Ligue 1, parce qu'il prend 2 coups dans la cheville. Oh putain, je trouve pas qu'on puisse encore tolérer ça avec Neymar. On doit être exigeant avec lui. Et le pire, c'est que tout le monde l'a vu, le carton rouge qu'il allait arriver. Il y a des gens à la mi-temps, ils commençaient à le tweeter déjà. Enfin, tu vois, c'est quand même dingue que nous, on le voit de notre canapé, que Neymar est en train de péter un câble parce qu'un Strasbourgeois réussit à l'énerver. C'est super emmerdant pour lui, quoi. Donc, ouais, moi, j'ai de plus en plus du mal à accepter ce genre de comportement. Et ouais, j'ai pas envie d'être indulgent avec ça parce que c'est pas la première fois qu'on le voit. Et je trouve ça dommage, même pour lui, parce que là, il est sur une bonne dynamique. J'aimerais qu'on retrouve le Neymar du début de saison, qu'il fasse une saison complète comme il a fait. Et ce genre de comportement, l'arrivée en plus, il sera pas là à Lens, tu vois. Donc c'est plus que pénalisant, je trouve. C'est dommage. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que Strasbourg, il y avait une mission, quoi. Ils savent comment l'énerver. Ouais, il y avait, bah, de toute façon, on a vu, hein, que Thomasson l'a pas lâché du match et c'était tout pour titiller un peu. Moi, ce qui me gêne pour compléter et terminer le débat, ce qui me gêne un peu plus, en fait, c'est pas le premier carton jaune parce que bon, il met une baffe à Thomasson, donc rien de malhonnête. Mais par contre, de mettre jaune sur la simulation, alors que si c'est n'importe quel autre joueur, les 21 autres, je pense qu'il n'y en a aucun qui prend jaune. Et je pense que vous êtes plutôt d'accord avec moi. Et bon, Yacine sûr. Nico, c'est très bien qu'il met le deuxième jaune parce que aussi il sait que c'est Neymar. Et on l'a vu, les attitudes qu'il a. Clément Turpin, il en parlait un peu, Yacine, quand il fait ça, là, genre, tu sais, il parle un peu comme un chien parce que ça y est, il a fait la Coupe du Monde, c'est le meilleur arbitre français. Et tu as une manière de parler aux joueurs aussi que je vois pas, on en a déjà parlé dans le podcast, mais que je vois pas en Angleterre. Je vois pas les arbitres condescendants avec les joueurs quand ils prennent des décisions. Là, c'est toujours pour faire un peu le shérif. C'est ça qui me dérange un peu, c'est que ça soit sur Neymar. Bon, si Verratti, peut-être qu'il aurait pris jaune aussi, c'est la simulation. Voilà. C'est les deux. C'est sûr. Les deux là, voilà, je réduis à 20. Les 20 autres joueurs, je pense qu'il n'y en a pas un qui prend jaune. Mais comme c'est Neymar, il se dit ça y est, je vais être la star du match, on va parler de moi. J'ai mis un rouge à Neymar et voilà, on parlera de moi. Donc c'est juste ça qui me gênait. Mais évidemment qu'il y a simulation et que Neymar se laisse tomber et qu'il n'y a pas du tout faute. Hein, ça, je suis d'accord. Mais ouais, c'est ce que je regrettais un peu, c'était l'attitude de Clément Turpin. Je voulais vous donner la déclaration de Christophe Galtier pour conclure ce débat. Et sur ce carton rouge pour Neymar, l'entraîneur parisien qui a indiqué: je regrette que l'excès d'engagement n'ait pas été sanctionné plus sévèrement sur mes joueurs, ce qui a pu générer un peu de frustration chez Ney, ce que disait Yacine. Je peux comprendre la situation, j'ai revu les images et il a bien simulation. Ça mérite carton jaune, mais quelques minutes avant, il prend un vilain coup et je trouve que son premier jaune est quand même très sévère par rapport au nombre de fautes subies par Ney et pas des petites fautes. Voilà pour l'avis de l'entraîneur parisien sur ce rouge. Et donc, comme tu le disais, Nico, et on en parlait en début de podcast avec Yacine, le PSG se déplacera à Lens sans Neymar et Messi, qui ne sera pas encore revenu d'Argentine. Donc, il y aura voilà, des choix à faire pour Christophe Galtier dans l'animation offensive. Je pense que d'ailleurs, on verra le nouveau système pensé par Galtier, qui a dit que ce troisième système servirait effectivement quand il y a des absences importantes. Et bah, je pense qu'on va pas en être loin. Il a dit en conférence de presse d'avant-match, c'est ça, il a parlé. Alors, qu'est-ce que ça peut... Mais il en avait parlé avant la Coupe du Monde. Ouais. Et il en a reparlé là cette semaine. Bon, on verra. Mais qu'est-ce que ça pourrait être comme système
à ton avis, Yacine? Moi, je vois bien un 4-4-2, un vrai 4-4-2 à plat, comme il a eu l'habitude de faire à Lille. Voilà. Avec Avec Mbappé et Kitike, Sarabia, qui à gauche? même, moi, je vais aller plus loin. Je vois bien, par exemple, Mukele et Hakimi devant lui. Ah oui, ouais, ouais, effectivement. En tout cas, Hakimi qui a fait une bonne rentrée hier, hein, sur le Mm, quart d'heure mm, où il est rentré, mm. il a été volontaire, enfin, intéressant. Moi, j'avais trouvé Mukele pas trop mal, franchement. On l'a vu moins que ça. On l'a vu à certains matchs beaucoup moins attaqué ou rester, on va dire, plus dans son camp. Moi, j'ai trouvé qu'il avait essayé quand même. Il y a même Ouais, une occasion, un moment là en première période où il est dans la surface et il monte et mm, c'est mm. Neymar, il me semble, qui donne le ballon. Ouais, Où il a une situation. il Donc, est décalé, ouais, ouais. ouais, j'ai trouvé Mukele intéressant. Justement, on a parlé de Mukele, on vient de parler de Mukele côté droit rapidement. Passons au côté gauche parce que quand même il y avait un petit nouveau. Sa première titularisation avec le Paris Saint-Germain, c'est El Shaddai Bichabou. Alors, Christophe Galtier a dit que son surnom dans le vestiaire c'était Chad. Donc si vous l'appelez Chad, Ouais, ça ira plus vite. Voilà, le match de El Shaddai Bichabou, 17 ans, hein, première ouais. titularisation avec le Paris Saint-Germain. On l'avait vu quelques fois rentrer cette saison. Mais là, Nico, première titularisation au poste d'arrière gauche, qui n'est pas son poste de formation. On rappelle, c'est un défenseur central axe gauche. Et donc, il Mm. dépannait puisque Nuno Mendes est toujours blessé, puisque Bernat a senti une petite gêne musculaire. Et je vais vous donner la déclaration de Christophe Galtier. Ça va nous lancer justement pour parler de son match. Il explique pourquoi il a préservé Juan Bernat. Donc, Galtier sur le match de Bichabou. Du fait de l'absence de Nuno Mendes et de Juan Bernat, qui a senti une douleur à la cuisse ce matin, nous avons 2 matchs très rapprochés avec celui de Lens, je le rappelle. Donc j'ai suivi l'avis de mon staff médical en décidant de ne pas le faire jouer ce soir, Bernat, pour avoir une chance de le retrouver à Lens. Donc potentiellement, Bernat pourrait jouer face à Lens. Même si nous n'étions pas nombreux, nous avions travaillé cette possibilité que Chad puisse être utilisé à gauche. Rapidement, on s'est aperçu qu'il n'était pas à l'aise sur le plan offensif, mais il a été très bon défensivement en revanche. Il a fallu un peu modifier notre animation. C'est pour ça qu'on l'a vu très peu participer par moment au cours de la rencontre. Mais pour une première, dans un contexte comme celui de ce soir, il a fait un très bon match. Nico, est-ce que tu es d'accord avec Christophe Galtier? Ouais, globalement, moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors pour être très précis, là même, c'est un jeune qui a débuté, si je ne me trompe pas, avant-centre hein, dans sa carrière. Il a commencé comme attaquant avant de reculer au fur et à mesure et de finir sur la défense. Un peu comme, euh, un peu comme Yacine, hein, qui a commencé attaquant et qui, tu sais, on te fait reculer. Plus t'es vieux, moins t'es fort. Lui, c'est le contraire, quoi. Plus il est jeune, plus il recule. Mais bon, il est intéressant sur le match parce que c'est un contexte malgré tout compliqué pour débuter. Le Parc des Princes, plein, beaucoup d'attentes après 6 semaines sans match. Je pense que c'était pas si simple que ça, même si ce n'était que Strasbourg en face. Après, en plus, effectivement, sur ce poste de latéral, qui n'est pas un poste, on est habitué à le voir avec les jeunes et Zoumana Camara. Donc, il y a eu quelques hésitations, mais assez peu finalement. Il y a une perte de balle, notamment à un moment qui est un peu ennuyeuse en première mi-temps. Mais sinon, le reste du temps, je l'ai trouvé intéressant. Il a juste été très prudent. Il n'a pas voulu. Il n'a pas surjoué. Voilà. Il s'est pas pris pour un autre. Il n'a pas essayé de déborder ou de combiner. Voilà. Il était là pour surtout sécuriser le couloir. Je trouve il l'a fait avec plutôt une belle réussite. D'ailleurs, les stats le prouvent. Il a gagné la majorité de ses duels. Il intercepte des ballons. Il récupère. Enfin, c'était une première assez intéressante pour ce jeune. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Hein. C'est pas une découverte. Déjà l'an dernier, on s'attendait à le voir un petit peu plus dans la rotation. C'est bien pour lui. Maintenant, voilà, c'est qu'une première. Ça appelle forcément d'autres rentrées dans des contextes différents, peut-être à un autre poste surtout, parce qu'effectivement, ça va être difficile de le juger s'il reste confiné côté gauche comme ça à chaque apparition. Mais écoute, plutôt agréablement surpris par cette première. Voilà, j'ai connu des premières de jeunes beaucoup plus Ouais. difficiles. La sienne a été globalement assez réussie. Et d'ailleurs, ça s'est vu. J'ai aussi bien aimé l'attitude de ses partenaires. Voilà, il y a beaucoup d'encouragement. Les mecs autour de lui, souvent pour le replacer, pour lui donner des conseils, pour l'applaudir. Voilà, j'ai trouvé que c'était une soirée réussie pour un jeune comme ça. Et j'ai hâte de le revoir puisque c'est un joueur que j'aime bien. J'ai failli dire quelque chose que je n'allais pas dire. J'ai fait le comparer à Danilo physiquement. Je ne vais pas le faire. Commencer l'année de manière plus calme, mais voilà, c'est un beau bébé, quoi. C'est un Ah beau bah, bébé. C'est vrai que dans les duels, quand il envoie des tacles, ouais, tu ouais. sens que
ce mec-là, dans les duels, il va déménager pas mal de monde, quoi. Donc, non, c'est un joueur intéressant, je trouve. Yacine, c'est vrai, on l'avait vu 8 minutes contre l'AC Ajaccio le 21 octobre dernier. Il avait disputé les deux matchs dans leur intégralité, hein, les deux matchs amicaux du Paris Saint-Germain pendant cette Coupe du Monde, enfin, avant de reprendre, le 16 et le 21 décembre contre le Paris FC et Quevilly-Rouen. C'est un joueur qui avait signé son premier contrat professionnel, Yacine, en juillet 2021, qui est passé par l'US Saint-Denis, la CBB, avant de rejoindre le PSG en 2017. Il a même été testé milieu de terrain, hein, par Zoumana Camara, je crois, parce qu'il avait une très bonne, enfin, il est joué qu'il a une très bonne qualité de relance. Mais c'est un beau bébé, comme disait Nico, hein, Yass, c'est que 1m96, mais il est plutôt vif dans les duels. Hein. C'est pas une tour de contrôle qui a du mal, etc., à intervenir. Il est rapide, il va vite au sol, enfin, en tout cas pour prendre le ballon. Ouais, alors quand il est face au jeu, il défend. Moi, je l'ai trouvé très bien défensivement. Il a un peu plus de mal en fait à se retourner quand ça se passe dans son dos. Et il manque un peu de fluidité aussi avec le ballon. Alors, il y a un peu de fluidité parce qu'il est grand. Il y a aussi, je pense, malgré tout, on peut faire ce qu'on veut, mais de la pression. Moi, alors, je crois que c'est le premier ballon, ça doit être au bout de 2 minutes. Je me dis, oula, on est parti pour faire une Mbesso. Je sais pas si vous vous rappelez, contre Reims, qui avait joué latéral droit. Ouais. On n'a plus jamais revu. Parce que sa première intervention, elle est pas bonne du tout. Même ses premières passes, hein. Ses premières passes, elles sont pas dans les pieds. Il essaye de jouer en une touche pour accélérer le jeu, voilà, de se mettre au niveau de ses partenaires, mais elles sont un peu à côté ses passes. Et au final, il arrive. À ce moment-là, en plus, on n'a pas l'info que Bernat c'est une gêne musculaire. On sait pas trop ce qui s'est passé. Et là, on se dit, ouais, bon, Galtier, il est pas cool quand même, parce que pour une première titularisation, tu le mets vraiment pas dans de bonnes conditions. Un match reprise, 28 décembre, Strasbourg, latéral gauche, il y a rien qui va. Et puis finalement, il se reprend bien. Voilà, comme le dit Nico, dans les duels, il est costaud, il défend très bien, et vraiment, il défend. Tu sens malgré tout le défenseur central, c'est-à-dire, il défend bien quand il avance, quand il est face au jeu. Et tu sens le mec qui est très grand parce que voilà, quand ça s'est passé dans son dos, il a eu du mal, un peu plus de mal à se retourner, etc. Après, il a compensé avec de l'envie. Et puis, comme l'a dit Nico, voilà, il n'a pas pris de risque offensivement. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que Mbappé n'a pas pu se défaire du 2 ou 3 contre 1, c'est aussi à cause de ça malgré tout. Si tu as un latéral qui vient t'aider, bah déjà tu as un défenseur qui va être obligé de suivre le latéral. Donc, bah voilà, mais c'est logique aussi parce que je pense qu'il voulait pas faire d'erreur. D'ailleurs, Galtier l'a aussi reconnu. Même si tout n'est pas bien avec Galtier, les conférences de presse c'est quand même intéressant par rapport à l'année dernière. Voilà, il l'a reconnu, il a dit on l'a essayé au cas où parce que finalement Mendes va pas revenir tout de suite, donc on avait que Bernat, on avait essayé à l'entraînement, on a vu qu'il avait des difficultés, mais malgré tout on n'avait pas d'autre choix non plus. Donc ça veut dire aussi que le gamin il a été préparé, enfin c'est pas improvisé hier à 17h de se dire bon on n'a plus de latéraux. Je te mets, voilà, on l'a testé à l'entraînement. Ok, il a des difficultés, mais il l'a déjà fait et il sait qu'il peut à un moment donné dépanner à ce poste-là. Voilà, donc tout ça, c'est aussi intéressant. Voilà, en tout cas, une très bonne première pour El Shaddai Bichabou, appelé Chad, hein, voilà, dans le vestiaire. Donc, on entendait hier Galtier, je le voyais quand il essayait de le replacer, il disait Chad. C'est vrai que c'est plus rapide à dire. Et voilà, une très bonne première pour, né en 2004 et 17 ans pour El Shaddai Bichabou. Passons à la prolongation de Marco Verratti, en tout cas sur son match. Alors, je vois que l'heure défile, on va essayer de faire assez rapide sur Marco Verratti, mais quand même, parce que ça a été annoncé hier, hein, en début de match. Yacine, tu l'as vu, il a annoncé, ça a été mis sur les réseaux sociaux du club, mais aussi il a présenté son maillot avec floqué 2026, hein, prolongation de 2 ans de Marco Verratti. Il était en avant-match, il était notamment avec Michel Montana, le speaker du Paris Saint-Germain, du Parc des Princes. Pour donc officialiser le fait qu'il prolonge de 2 ans son aventure avec le club de la capitale, lui qui est arrivé en 2012 dans les valises de Leonardo en provenance de Pescara à l'époque, hein, quand même dans l'anonymat complet, même si voilà, il avait performé en 2e division italienne, mais voilà, il est arrivé depuis 2012. Il est le seul joueur à avoir remporté l'intégralité des 29 trophées sous l'ère QSI depuis donc 2011, le joueur le plus titré de l'histoire du club. C'était son 400e match hier sous le maillot parisien. Deuxième joueur le plus capé derrière les 435 de Jean-Marc Pilorget. Donc voilà quand même un match, voilà, encore une fois intéressant. Voilà, pas un match du Verratti, même si voilà, il y a une erreur quand même.
Nico, de Marco Verratti, qui amène le but. J'ai vu beaucoup le souligner. C'est vrai que il veut relancer court, comme il aime faire, hein, comme ça passe, on va dire, 95% du temps. Et voilà, hier, c'est ça qui amène l'égalisation strasbourgeoise. Mais bon, évidemment, on va pas retenir que ça, mais c'est évidemment ce qu'il fallait retenir. Juste vite fait, mais je crois qu'il veut pas relancer court, justement, il hésite à la donner, et c'est le fait qu'il hésite qui Ouais. fait qu'il perd le ballon. Ouais, c'est parce que c'est très ouais, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour prendre la décision. Il y a un pressing rapide des Strasbourgeois. Je dis pas que c'est la situation la plus simple, hein, mais c'est vrai que alors, des fois, il y a 2-3 fois, moi, il m'a fait 2-3 frayeurs. Alors, je sais que ça passe, comme je dis, 95% du temps, Nico, mais hier, voilà, c'était compliqué. Mais au-delà de son match aussi sur la prolongation, le joueur qui est Marco Verratti et sa longévité avec le Paris Saint-Germain qui fait plaisir à voir. Ouais, on va pas se mentir, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. C'est un élément indispensable de cette équipe, malgré les défauts de son jeu. Effectivement, tout n'est pas parfait, mais c'est le genre de joueur qui te donne des émotions sur un terrain. Et donc, voilà, c'est une bonne chose. Ce qui est, sur le match d'hier, en fait, on voit un petit peu tout le Verratti, quoi. C'est-à-dire qu'il est indispensable par son activité. À côté de ça, il fait quelques dingueries où tu te dis, mais putain, tape un coup dans le ballon pour te débarrasser, mais il le fait jamais. Il y a un carton jaune stupide juste avant le but parce qu'il met un croche-pied qui n'a aucun intérêt à 80 mètres de ton but. Et puis ouais, sur le but effectivement de Strasbourg, il perd le ballon, mais bon, c'est une passe qui est pas assez appuyée. C'est pas une prise de risque. Je crois qu'il y aura juste son geste technique, comme tu le dis, yes. Puis bah après derrière, enfin après c'est pareil, c'est pas un but. Enfin, c'est pas la passe qui conditionne le but. Hein. Non, Derrière, mais il y a quand même aussi beaucoup de réussite de Strasbourg, donc bon, c'est dans c'est son pas. jeu, Nico, Ouais. toujours de relancer court et de pas. Ouais, mais il changera jamais. Et c'est encore une fois les gens qui le critiquent aujourd'hui, des fois, hier, je vais remettre une couche sur Abibay, parce que je suis en train j'ai excité tout Marseille avec Abibay hier soir, donc je vais remettre une couche. Il y a que des mecs comme ça pour te dire, ouais, il n'a pas progressé en 10 ans, il fait toujours des fautes bêtes, et puis il perd des ballons. Mais ouais, c'est Verratti, les mecs. Si vous voulez pas des mecs comme ça, regardez des milieux, des mecs qui font que cavaler, balancer des longs ballons devant et qui mettent des tampons, quoi. Voilà, Verratti, c'est un joueur de ballon. Il l'avait dit lui-même dans une interview une fois très juste. Que lui, ce qu'il voulait, c'était faire une passe utile. Voilà. Il considérait pas qu'une passe, c'était un moyen de se débarrasser du ballon. Il fallait faire une passe qui servait à quelque chose. Tant qu'il voit pas que ça sert, bah, il garde le ballon parce qu'il estime qu'il est meilleur que les autres techniquement et il a raison. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce joueur. Des fois, il me fait peur aussi, mais ça fait aussi partie de son charme. Et écoute, c'était un bon match de reprise aussi pour lui, comme pour le reste. On sent que ça lui a. Il est pas trop fatigué par sa Coupe du Monde, c'est cool. Oui, ma mère oui, dans 2 minutes. Hein. J'ai terminé dans 2 minutes. Effectivement, parce que je dois bientôt y aller, mais on va terminer quand même sur Verratti. Yacine, on a vu la déclaration de Marco Verratti pour sa première action au club, pour sa prolongation de contrat jusqu'en 2026. C'est une immense fierté de prolonger mon contrat avec le PSG. Cela fait plus de 10 ans que je suis arrivé à Paris, dans cette ville que je considère comme ma deuxième maison. J'ai toujours reçu beaucoup de soutien de la part du club et des supporters depuis mes débuts, et j'en suis très reconnaissant. Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s'écrire ici. J'espère encore gagner beaucoup de trophées avec le maillot rouge et bleu. Yacine, sur le joueur et sa prolongation. Et son Mais match. écoute, c'est très bien. En tout cas, ça a été bien caché parce que quand il est arrivé sur le terrain, on savait pas de quoi ils allaient parler. Et c'est vrai que non, mais personne ne l'a annoncé avant en disant Ouais. info, Verratti Ah ouais, ouais. utilisé ce soir. Personne ne le savait. C'est clair. Sur le coup des ballons perdus, en fait, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que tu peux pas t'extasier contre City quand il te sort de pressing De Bruyne, Rodri et compagnie. Et puis le défoncer parce qu'il a perdu un ballon contre Strasbourg. Voilà, moi, c'est tout ce que je déteste dans le foot. C'est-à-dire que tu peux pas c'est survendre ses sorties de balles. Et le jour où il en perd une sur les Oui, 300 non, dernières, mais je critique tu pas, lui hein, tombes c'est dessus. possible. C'est le Hein. jeu. Non, non, pas toi, pas toi, pas toi. J'adore quand il fait ça. C'est juste. Non, 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 pas toi. C'est comme Nico parlait d'Habib Bey. En fait, moi, c'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire que des mecs comme ça, comme Habib Bey, ils vont te parler de Verratti, ils vont l'encenser. Et le jour où il perd un ballon, sur les 300 derniers, ils vont lui taper dessus. Alors que c'est justement parce que les 299 autres sont passés qu'à un moment donné, ça peut arriver. Mais tout ce qu'il a fait avant, voilà, faut pas l'oublier. C'est très bien qu'il s'inscrive au PSG. De toute façon, Galtier a eu un petit mot marrant en conférence de presse. Il a dit on va finir par l'appeler Marc parce qu'il est maintenant presque français et estampillé PSG, puis Marco. Donc voilà, écoute, moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait un joueur qui soit installé aussi longtemps, comme Marquinhos aussi, et comme l'a dit Nico, voilà, moi c'est un joueur qui me donne des émotions quand il joue. Hier il est pas très bon, mais encore deux, trois fois il sort de situation, il y a que lui qui peut en sortir.
Bah voilà, très bien, quoi. Voilà pour Marco Verratti, donc qu'on verra 2 années de plus au Paris Saint-Germain, prolongation jusqu'en 2026 pardon, Mm. pour le petit Italien, le petit hibou, comme on l'appelle. Calendrier du Paris Saint-Germain avec donc le 1er janvier. Attends, je dis un dernier mot sur Sarabia. Un petit mot sur ça. Il veut partir, son entrée. Écoutez, s'il y a un club qui met de l'argent, vendez-le, ça sert plus à rien. C'est vrai Non, mais moi, je critique pas le jeu de Sarabia, là. Je parle de l'environnement. Voilà, oui, il a plus de temps de jeu. Il a passé la première partie de saison à se poser des questions. Il avait vécu une belle saison à Lisbonne et il est revenu un peu malgré tout à contre-cœur, faut le dire. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut se faire une raison. S'il y a un club qui est prêt à mettre un peu d'argent et voilà, faut arrêter, quoi. c'est ce que je me dis à chaque fois aussi quand je vois le pot. Je le vois traîner son spin alors que l'année dernière, il Mm. était décisif, titulaire, partie prenante de l'équipe du Sporting Portugal. Et que là, il joue les seconds, voire Mm. c'est même pas les seconds couteaux, Ouais. c'est les six, voilà, les quatrièmes couteaux, on va dire. Et bon, il y a une belle passe quand même, je vois un moment là qui fait pour Mbappé en profondeur. J'ai bien aimé sa passe claquée. Il essaye toujours, mais c'est vrai que ça se voit qu'il colle pas avec l'animation, le Ouais. dispositif du Paris Saint-Germain. Et donc, si un club, évidemment, veut l'acheter, et il rendra des services à un club, c'est un bon joueur, mais juste, je Ouais, pense c'est que clair. ça collera jamais avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà, on lui souhaite que du positif. Puis je pense qu'il y a moyen que tu peux faire un package. Là, il y en a quelques-uns qui peuvent aller se balader là, je pense, tu vois, parce que Ah, ah, on n'a pas parlé de Ekitike, mais j'aimerais qu'on en parle un de ces quatre quand même, parce que ça commence à être inquiétant. ah bah écoute, on en parlera parce qu'il va être titulaire, Nico, face à Lens. Donc on pourra en parler Ouais. après le match contre Lens. Il va être titulaire une nouvelle fois à côté d'Mbappé, de Hugo Ekitike, bon, qui a eu quelques situations. Hier, il a une grosse occasion sur un centre de Mukele, il me semble, Mm. Mm. qui, voilà, son pied se dérobe au dernier moment. Non, il rentre pas dans le ballon, en fait. Ouais, il rentre pas dans le ballon. Voilà, il essaie de mettre Mm. intérieur, mais au final, ça se Mm. pistore un peu et il n'arrive pas à la reprendre bien. Mais promis, Nico, on en parlera après Lens. Désolé. Enfin, s'il marque 2 buts à Lens, on coupera ce passage par contre. Non, Ça va être sympa. on la ressortira en capsule sur Twitter pour que tu te fasses bien. Sympa. Vous êtes sympa. On sait que t'aimes bien répondre aux trolls après, une fois qu'on te met un peu dans la sauce. Ça anime ton compte Twitter. Non, mais voilà. Bon, en tout cas, Hugo Ekitike qui a pas fait un très très grand match hier, mais bon, voilà. J'espère que ça viendra pour lui parce que moi, j'aime quand même le joueur et bon, je sais que vous deux, vous n'avez pas été trop fan de son match hier. Mais alors, vous voulez dire vraiment, ce serait vraiment. Alors, si vous voulez dire un mot, c'est 15 secondes. Mais vous pouvez dire un petit mot, allez, si vous voulez, allez. Un petit mot rapide. Vas-y, Nico, commence, puisque comme c'est toi qui voulais en parler. Ça va être rapide, mauvais dans les déplacements, les appels de balles qui sont jamais bons dans le bon tempo, au bon endroit. Techniquement, j'ai trouvé moyen. Une grosse occasion qu'il n'est pas capable de mettre, alors que tu n'en as pas beaucoup au PSG. Le contexte pour l'instant est trop lourd pour ce jeune joueur, je pense. D'accord. Yacine, parce que j'ai vu que Yacine, il y a quelqu'un qui nous avait identifié sur Twitter, je crois que c'est Gus, qui nous a dit Mm. qu'est-ce que vous diriez à Ekitike à la mi-temps? Et tu avais dit, je l'expliquerai dans le podcast. Alors vas-y, Yacine. Ouais, donc je vais faire court. En fait, arrête de vouloir te mettre au niveau des autres. Aujourd'hui, tu dois être au service des autres. Évidemment que tu peux pas faire tes déplacements comme toi t'as envie, t'es pas Mbappé. Donc si Mbappé fait ce déplacement, toi tu t'adaptes. Et en fait, après, au fur et à mesure où tu auras rendu service aux autres, tu seras juste dans ton jeu. Peut-être que là, tu pourras passer à l'étape suivante et t'imposer un peu plus. Voilà. Moi, je pense qu'il veut trop montrer de choses, qu'il sait faire des choses. Et en fait, il se perd. Dans son jeu de dos au but, il est pas assez costaud. Dans ses prises de balles, tu vois, il y a des gestes qui sont inutiles, futiles. Comme on avait vu parfois Mbappé au tout début, quand il est arrivé avec Neymar. Il n'y a pas de justesse dans ses déplacements, on ne sait pas trop où il veut aller. Des fois, il veut être devant, des fois, il veut venir toucher le ballon. Voilà, il y a plein de choses qui vont pas. Mais moi, je pense que c'est plus parce qu'il veut montrer qu'il est au niveau des autres que parce qu'il n'a pas le niveau. Et du coup, bah, en fait, tu déjoues complètement. Voilà, donc moi, je lui dirais, en fait, mets-toi au service des autres. D'abord, quand ils vont avoir confiance en toi, tu verras, ça ira mieux. Ah, ok, c'est la fin de la phrase, pardon, merde. J'avais pas compris la ponctuation, Yass, désolé. J'ai pas reconnu à l'intonation d'habitude. Tu verras, ça ira mieux. Tu verras, ça ira mieux. Ça ira mieux. Très bien. Parfait. Bon, vous avez été parfait. Très bien, comme ça, vous avez été court et voilà, vous avez bien résumé le match de Hugo Ekitike. On aura l'occasion de débriefer plus en longueur, promis, contre Lens. Ça sera donc le dimanche qui arrive, 1er janvier. Lens, Paris Saint-Germain, le choc, le premier contre le deuxième de Ligue 1. Et puis ensuite, pour le Paris Saint-Germain, il y aura un match de Coupe de France
face à Châteauroux. Et puis ensuite, un PSG Angers qui est lanterne rouge de Ligue 1. Merci à vous deux d'avoir été avec moi. Merci Yacine. Merci Nico. Merci à toi. Yacine, Nico, on te laisse reprendre tes activités et vendre tes magnifiques montres et tes bijoux. Et on se retrouve pour… Et bon retour à Hugo. Bah écoute, merci. Toujours, j'ai un coup sur deux. Un coup je suis là, un coup je suis pas là. Mais quand je suis pas là, Mousse me remplace très très bien. Et d'ailleurs, un Mousse qui sera avec nous sûrement pour le prochain podcast. Il n'était pas là aujourd'hui, il pouvait pas. Mais ne vous inquiétez pas, vous le retrouverez lors du prochain podcast pour débriefer ce match face à Lens. Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On n'était pas en live aujourd'hui exceptionnellement parce que l'horaire était un peu tôt et donc vous n'aurez pas été nombreux avec nous. Mais promis, lors du prochain podcast, ça sera de nouveau en live et on pourra interagir avec vous, avec le live. Et bonnes fêtes à tous et pas d'excès pour le réveillon. Ah oui, c'est vrai qu'il y aura le nouvel an entre temps. Il y a un lance PSG, donc il faut être quand même en condition. Ouais. Il faut être en forme pour le match qui nous attend. Et donc, Par contre, du coup, Neymar, il va pouvoir faire la bringue lui dimanche. Oui, ouais. Il a calculé, il a bien vu. Hein. Je pense pas qu'il va se déplacer dans le Nord. Ouais. Peut-être qu'il va rester à la maison à Paris tranquillement et fêter ça comme il se doit. L'ami Neymar. À moins qu'il soit encore frustré de son match et qu'il s'enterre et qu'il joue. Je sais pas, au poker, peut-être aux jeux vidéo. Non, il va y avoir grosse soirée à Bougival. D'ailleurs, si tu peux nous avoir des places, Hugo, vas-y, on ira. Je me renseigne. Je fais marcher mes contacts, mon répertoire, et je te dis ça, Nico. Tu pourras te déplacer de Versailles quand même, parce que c'est pas… Ouais, bah là, pour le coup, et puis on fera le podcast là-bas, du coup, en direct. On va avoir de la gueule. Ah, bah je vais négocier ça, alors pas de souci. Allez. Je vais voir avec Julien Ménard, le nouveau DIRCOM du PSG, voir si c'est possible. Bon, merci à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis. On donne rendez-vous donc pour… lundi pour débriefer Lens Paris Saint-Germain. Salut à tous et bonne fête de Nouvel An. Ciao. Allez, ciao. Salut.